Jean Renaud, bienvenue à Troïka, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. À Troïka. Troïka. C'est Polski Radio. Polski Radio. Très bien. J'espère qu'on va parler des films aussi, mais je veux demander bien sûr d'Emma, parce que vous avez écrit un roman d'espionnage, un thriller. D'amour. Et d'amour, de passion aussi. Oui. Alors, je veux vous demander d'où vient cette nécessité de prendre ce nouveau niveau de raconter des histoires. Allez, je vais être honnête avec vous, je vais être très honnête avec vous. Quand est arrivé le Covid, je me suis senti... J'étais dans le sud de la France avec toute ma famille, on était 9 dans la maison, et je me suis senti au bout de ma vie. Parce que ma vie, jusqu'à là, était basée sur un seul mot. Le projet. Ah oui. Est-ce que vous avez un projet ? Vous n'avez pas de projet, vous n'existez pas. Vous avez un projet ? Oh, formidable, vous existez. Et donc, le Covid a amené ça, et on n'a plus de projet. Donc, on n'existe plus. Tout s'arrête. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et en plus, j'étais quand même un petit peu âgé à l'époque. Et donc, j'ai appelé un copain à Arles. J'ai appelé Marc Lévy, qui est un ami intime. J'ai appelé un ami à Arles. Et il me dit, mais pareil, Marc me dit, je n'écris pas, je fais rien. Donc, j'étais vraiment mal. Et mon pote d'Arles me dit, je connais un psy qui peut te parler en Skype. Il est à Paris, c'est un vieux Tunisien très sympathique. Appelle-le et tu as une conversation avec lui. J'ai dit, je vais l'appeler. Et j'ai eu une conversation. Et que m'a dit ce docteur ? Il m'a dit, Jean, vous n'êtes pas uniquement que ce que vous faites. Ah, oui, vous êtes plein de choses autour de ce que vous faites. Et c'est là que je me suis dit, allez, c'est le moment. J'avais l'histoire d'Emma dans ma tête depuis très longtemps. J'ai dit, allez, on y va. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Il y avait une masseuse en Bretagne. En Bretagne. Oui, il y a 15 ans ou... Oui, il y a longtemps. Oui, à peu près. Et ma femme me dit, va voir cette masseuse. On était en thalassothérapie au bord de l'océan Atlantique. J'ai été la voir et elle était extraordinaire. Pardon. Et ça a commencé par les mains. Parce qu'elle était vraiment formidable. Et je ne me souviens plus d'elle, je ne me souviens plus de son nom, ni même de son physique. Ce dont je me souviens, c'est qu'elle avait des mains extraordinaires, et donc, puisqu'elle était masseuse, et c'est parti de là. Et j'ai commencé à voir Emma ce jour-là, tout doucement. Et c'est une roman d'espionnage aussi, d'amour, comme vous avez dit, mais d'espionnage. Je vous demande si, pourquoi ce genre, pourquoi vous avez choisi ce genre d'histoire ? Bon, l'histoire d'amour commence entre deux personnes qui sont d'univers totalement différents. Il y en a un qui vient d'Oman, et elle est bretonne, elle est au bord de l'océan en France. Et c'est plus fort qu'eux. Ils tombent amoureux parce que tous les deux tombent amoureux. Mais ils sont, encore une fois, de deux univers totalement différents. Et lui, évidemment, va l'amener à Oman. Il va l'amener à Oman parce qu'il est surpris d'avoir cette force de trouver en face de lui un amour aussi fort, parce que leur amour est très fort. Et j'ai suivi Emma. J'ai créé la rencontre parce que lui, je le voyais bien dans ma tête. C'était un Omanais, le fils du Premier ministre, qui a été élevé à Londres avec un costard, des chaussures marron, avec une grosse montre. Je connais par cœur ce genre d'individu. À Londres, il y en a plein. Ils sont chez Cambridge, Oxford, everywhere. Et partant pour Oman, elle arrive à Oman, et là, c'est un autre monde. Sa vie. C'est ce qui est marqué dans le livre. La plus grande aventure que vous pouvez avoir, que vous allez avoir, c'est celle de votre vie. Et effectivement, quand elle arrive à Oman, les choses vont dans une direction qu'elle n'avait pas prévue. Et là, vous suivez le personnage quand vous écrivez un livre. Vous ne prenez pas un squelette et vous mettez à l'intérieur du squelette à coups de marteau le personnage, pas du tout. Vous suivez le personnage et la plupart du temps, le personnage vous dit ce qu'il ne va pas faire
plus que ce qu'il va le faire. Ah, c'est intéressant. Oui, ça marche comme ça. C'est comme pour un personnage au cinéma. Lorsque vous prenez un personnage et que vous apprenez le scénario pour aller tourner sur le plateau avec les autres acteurs, la première des choses que vous dit le personnage, c'est ce qu'il ne peut pas faire. Et quand vous le faites, vous êtes mal à l'aise. Je dis, mais je peux pas faire ça. Je crois que le personnage ne peut pas faire ça. Et donc voilà, c'est là où ça devient de l'espionnage. Mais je dois vous avouer que pour moi, ce qui m'importe, c'est son évolution. Et comment elle va bouger à l'intérieur de sa liberté. Parce que pour moi, c'est la base d'Emma, c'est que c'est une femme libre. Vous m'avez dit, quand on s'est rencontrés ici à la radio, que Emma pourrait aimer mes chaussures parce que elle s'habille. Parce qu'elle s'habille. Elle va pas s'habiller comme vous, oui, mais elle peut avoir ces chaussures là. Ouais. Elle aime des chaussures confortables et en même temps un peu flashy, tu vois. Elle porte rarement des robes ou des jupes, c'est pas son genre. Parce qu'elle prend un vélo, elle a un vélo avec un petit panier, je vois très bien son vélo, pour aller travailler. Et elle vit seule, elle vit dans la cordonnerie que son grand-père lui a léguée, et elle en a fait un appartement studio sur une rue piétonne. Tout ça, je le voyais, avec un petit jardin pour le chat. Elle a un chat qui s'appelle Mardi, qui était le nom d'un chat d'une amie. Oui. Ça m'a beaucoup... j'ai pensé à Robinson Crusoe, qui s'appelle Vendredi, et il a son vendredi, et je me suis dit, Mardi, c'est pas mal pour un chat. Ouais. C'est pas mal. Oui. C'est vrai. Et pourquoi Oman ? Pourquoi Oman ? Parce que j'y suis allé, j'étais avec ma femme et un ami pour un festival à Dubaï. C'est pas très loin. Et on a décidé d'aller à Oman parce qu'il y a un hôtel Three Senses au bord de l'eau. Ça, c'est les deux raisons. La première, c'est que j'y suis allé et que personne ne connaît Oman. On connaît Dubaï, on connaît l'Arabie Saoudite. C'est très beau comme pays, comme c'est magnifique. C'est la nature. Oui. Et c'est aussi au bord de l'eau. Et donc on peut faire la thalassothérapie, qui est la raison pour laquelle il vient visiter Emma. Oui, c'est un très beau pays. Il y a des paysages sauvages et vous allez voir que le bouquin va être une grande promotion pour le pays, puisque le livre est vendu dans 16 pays déjà. Incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. Et vous imaginez cette histoire sur l'écran comme film ? Ils vont faire en France une télévision, une série de 8 épisodes sur ce livre-là, parce qu'il y a de quoi. Parce qu'elle n'arrête pas de voyager, etc. Je pouvais pas arrêter lire ces livres. Oh, merci beaucoup. Je pensais que c'est vraiment très bon matériel pour une série, oui, pour un film, pour une série. Mais je dois vous avouer que en lisant, je faisais les notes et je faisais une playlist d'Emma. Parce qu'il y a beaucoup de la musique et ça donne un niveau, une dimension, une autre dimension à cette histoire. Parce qu'il y a des musiques, il y a de chansons populaires françaises, il y a Coco Rosie qui est sur la première, dans les premiers chapitres, quoi. Parce que très très tragique. On va dire. On ne peut pas dire trop, alors je m'arrête ici. D'accord. Mais il y a l'Erita Mitsuko, Undila, c'est la chanson très importante pour Emma. Alors je veux vous demander de ce niveau de cette histoire, de cette dimension de cette histoire et le rôle de la musique dans votre vie. Parce que pour Emma, c'est important. La musique dans ma vie. Oui. Ah, c'est primordial. La preuve, on en a parlé un peu avant de commencer. Oui. On a parlé de Johnny Hallyday, on a parlé de la musique classique. Je bouge beaucoup. Je n'aime pas le système Spotify et tout ça. Dans ma famille, ils ont ça, mes gamins, mes potes et tout. Mais moi, j'aime bien acheter ma musique et avoir ma playlist, où il y a un peu de tout. Vraiment de tout, parce que je n'aime avoir à écouter que ce que j'ai déjà écouté. Je suis un peu conservateur. Et je suis des années 70. Donc la base, c'est les années 70. Mais je peux écouter de la musique polonaise, j'allais dire, à partir du moment où vous me dites, tiens, écoute ça, ou de la flûte grecque, ou ce que vous voulez. Je pense que la musique est essentielle.
Et souvent, je suis de mauvaise humeur le matin parce que j'ai pas envie de me lever ou parce que j'ai pas envie d'aller... Quand je vais au doublage, je fais beaucoup de doublage pour des dessins animés et des documentaires à New York. Et quand je suis dans la voiture pour aller au studio, j'ai aucune envie de m'enfermer et de doubler. Alors j'écoute. Je mets mes petits écouteurs que j'ai tout le temps dans ma poche. Ici, je les ai, mes tout petits écouteurs. Ils sont là. Je sors mon téléphone et j'écoute. Alors, ils sont très confortables. Formidable. Ouais. Formidable. Et je les recharge le soir quand je me couche. Et j'écoute parce qu'au bout d'une chanson, deuxième chanson, mon humeur a changé. Et qu'est-ce que vous écoutez maintenant? Je vais vous dire une chose. Ce matin, j'ai écouté Claude François. Le lundi au soleil. Ouais, Claude François. Pour moi, c'est. Ah, d'accord. Vous voyez que ça change l'humeur. C'était mon rêve que vous. Claude était quelqu'un de très méticuleux. Moi, je l'ai croisé, puis c'était un ami de Johnny très méticuleux. Il était assez coléreux et il était terrible pour ses équipes parce qu'il voulait tout parfaitement. Il avait inventé une patte que l'on met à sa chemise et que l'on passe dans l'entrejambe afin de maintenir la chemise collée au corps si on saute. La petite patte maintient la chemise contre le corps au lieu que la chemise sorte du pantalon. C'était Claude François qui avait inventé ça. Incroyable. C'est vraiment très intéressant. Mais je vais vous demander, j'ai écouté Eric Serra, qui est votre ami qui a dit que vous avez l'âme de musicien. Alors voilà, c'est pourquoi je demandais la question de la musique. Mais aussi, je veux vous demander, si vous permettez, de films. Quoi, parce que, bon, vous avez fait tant de films. Plein de films, oui. Grand succès. Beaucoup, moi, je me souviens... la première fois que je vous avais vu sur l'écran, c'était l'écran bleu. Oui. Et si vous permettez, je veux vous demander de quelques souvenirs parce que c'était très long tournage. Très long, 9 mois. Très long, beaucoup de préparation. Beaucoup, et dans cette interview que j'ai écoutée, Eric Serra, il a dit que vous avez, vous, Luc Besson, Eric Serra et Christopher Lambert, à ce temps-là, vous avez voyagé et vous avez des préparations physiques. Oui. Mais en ce temps-là, il a déjà travaillé sur la musique. Oui, sur la musique les plus belles du monde pour les Grands Bleus. C'est vrai que ça a été un gros succès pour Eric. Je crois qu'il a vendu 1 million ou 2 millions d'exemplaires tout de suite en 2 secondes. D'ailleurs, ça lui a fait tourner la tête pendant quelques années après. Mais oui, il est venu, on a plongé parce que Luc voulait à tout prix que... Lui connaissait la mer. Il voulait à tout prix que nous, on connaisse l'ambiance de la mer lorsque l'on plonge. Sans air, en apnée, dans ce silence-là. Parce que la mort n'est pas loin. D'ailleurs, c'est un peu l'histoire aussi du film. Et c'est un univers totalement différent, puisque c'est un univers liquide, et qu'on vit dans un univers aérien. Et il y a une particularité très curieuse avec la plongée, c'est que tous les plongeurs le savent, dès que vous mettez la tête sous l'eau, vous oubliez votre quotidien. Si, par exemple, vous avez des dettes, il faut payer la voiture, il faut payer la maison, vous plongez à partir d'1 mètre de profondeur, c'est fini. Et on ne sait pas pourquoi. Alors, évidemment, le corps reçoit une pression, peut-être c'est à cause de la pression, mais voilà. Et Luc voulait à tout prix ça. Surtout Eric, parce que moi je devais faire l'acteur, mais Eric devait traduire ce que Luc ressent, parce que Luc travaille beaucoup avec de la musique, beaucoup de free jazz. Quand il écrit, il voulait que l'autre ressente ou s'approche de ce qu'il ressentait pour écrire une formidable musique. C'est vrai que le Grand Bleu... Déjà, dans Subway, il y avait de très beaux morceaux. Oui. Il y avait un morceau de saxophone dans le métro. Vous jouez de la batterie? Moi, je joue. À l'époque, je jouais, mais aujourd'hui, moins. Aujourd'hui, c'est plus du piano ou de la guitare de temps en temps. Mais j'avoue que le piano, c'est un instrument que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de titres dans ma tête maintenant, mais allons-y. on est... Mais j'ai fait plus de 100 films. Donc, oui.
Mais on est quelques jours avant la première de la 8e Mission Impossible. Mon Alors Dieu. je dois... oui. Tom Cruise, Ouais, il est où? Il arrive? Il est là? Tom, oui, juste where are après you? vous. My goodness. Run. Yeah. Number one is Toujours. in the radio. Yeah. Toujours. On ne dit jamais son nom sur le plateau. On dit Number one is coming. Ah. On dit comme ça. J'ai lu que vous avez lui donné pour son anniversaire, quand vous travaillez ensemble, Oui. les œuvres complètes des Molières. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Parce que je ne savais pas quoi lui offrir. J'étais jeune, il nous avait invités dans un restaurant à Paris, près de l'Étoile d'ailleurs, et on était une vingtaine. Il y avait un Monty Python qui est devenu metteur en scène, il y avait une vingtaine de personnes, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut offrir à quelqu'un qui a tout? Parce que t'imagines, il est riche comme Crésus. Je me suis dit, une édition ancienne de Molière. Alors il a attrapé le livre, il a regardé ça comme si c'était, je sais pas, un chamallow, qui a dit c'est quoi? Merci beaucoup Jean, et puis il a donné le livre à un assistant. Mais c'est comme ça, c'est normal. Ouais, cette scène iconique de Mission Impossible avec vous Krieger qui lui met dans c'est la scène à CIA. Exactement. Comment vous vous souvenez de ce tournage de Mission Impossible. Oui, de Mission Impossible, de cette scène particulière. Je me souviens des voyages que j'ai faits, parce que j'habitais dans le sud de la France. Et grâce à la différence d'heure, vous pouviez prendre l'avion le matin à Marseille, atterrir à côté de Londres, c'est-à-dire à Heathrow, aller à Pineapple Studio et être à 9h, 9h30 habillé pour tourner. Donc on m'appelait la veille et j'ai fait 17 fois le voyage. 17 fois. Et je me souviens que lorsqu'on a tourné la scène où il se promène dans l'air conditionné et qu'il voit un rat dans l'autre sens, on a commencé à tourner ça, Tom s'est préparé, on a répété, tout le monde était habillé, il a regardé Brian De Palma et il a dit, écoutez, non, on va pas tourner ça aujourd'hui. Et on a arrêté. Et je me suis dit, waouh, le mec, il a le droit de faire ça. En fait, il était le producteur. Et en fait, il était en train de discuter le prochain film avec Stanley Kubrick. Qui était Eyes Wide Shut. Exactly. That's why it stopped the shooting. Et en fait, nous, on a passé la journée à regarder Wimbledon à la télé. Alors. Je me souviens de ça. Mais c'est un vrai professionnel. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est un homme qui sait faire son métier. Je vous demandais de doublage, parce que vous avez des beaux rôles en doublage aussi, en France. Mufasa, dans le Roi Lion. Oui. Et pour moi, parce que j'aime j'aime Studio Ghibli, Porco Rosso. Vous étiez le voix de Porco Rosso. Et vous êtes... Il m'a fait un dessin. Miyazaki, vous avez fait... Oui, j'ai un dessin, et il est dans le sud de la France, dans la chambre de mes fils. Il m'a fait le dessin d'un avion rouge, évidemment. Mais j'ai une anecdote sur un doublage que j'ai fait pour Spielberg. C'est Washed Away. C'est un rat qui vit dans une maison bourgeoise et qui va partir dans les toilettes. Et vous jouez les frogs. Je joue le frog. The Frog dans la version anglaise. Exactement. Et donc, on fait le doublage de ça à Londres pour Spielberg. On me paye une fortune pour faire ça. Karim, mon assistant qui est là, vient avec moi. Et on part. Très bien. Je meurs dans le film. The Frog meurt. Et on me rappelle 2 mois après. Ça venait par les États-Unis. Je vivais à Paris à l'époque. Et ma manager aux États-Unis m'appelle et me dit, Jean, we have to do it again, the looping. I said, why? I'm dead. And she said, yeah, that's the problem. Oh, j'ai dit, merde. Et je repars à Londres, j'arrive au studio, et on me dit, voilà, on a rajouté des scènes, parce qu'on a testé le film, et avec votre voix, vous ne pouvez pas mourir. Incroyable. Incroyable. C'est vrai, ce que je vous dis. On est à la radio, alors je voulais vous demander des voix, parce que c'est très important ici. Et en revenant à Emma,
en disant, vous avez beaucoup d'interviews, vous avez beaucoup parlé de vos parents, des souvenirs. Je crois pas. Sur Emma. Je crois, non, mais de votre... Beaucoup non. Beaucoup non. J'ai fait la promo en France. Ouais. Mais évidemment, ça va pas. On fait pas tout le tour de ma vie. Alors, par moment, on parle évidemment du rapport à ma mère qui est partie, puisqu'elle perd sa mère dans le début du. Alors, il y a un feedback. Ce sont des interviews que je regardais, mais je veux vous demander, parce que vous avez fait une série très sympa, très intéressante en espagnol. Si. Un asunto privado. Si. Alors, je veux vous demander de tourner, de jouer en espagnol. De changer ces langues, parce que vous avez joué en anglais, vous avez joué en italien, mais espagnol c'est votre langue maternelle. Oui. Alors qu'est-ce que vous a donné c'est pas facile parce que moi j'ai mon animal interne. Mon spectacle au Japon s'appelle comme ça, le chameau. Mon animal interne c'est le chameau. Je ne suis pas quelqu'un de rapide. Et l'espagnol parle très très vite. L'espagnol parle à toute vitesse. Alors je disais toujours au metteur en scène, mais moi je peux pas parler à cette vitesse comme ça, à toute vitesse, non, c'est pas possible. Alors voilà, et donc j'ai eu ce choc, puisque je ne vis pas en Espagne. J'ai fait un film aussi avec Sean Penn en Afrique du Sud, où il y avait Javier Bardem et Charlize Theron aussi. Un très beau film. Moi, j'aime beaucoup ce film. Et Javier me parlait très vite. Et voilà, donc ça a été un choc de façon de vivre. L'espagnol vit très vite, je crois. Et vous pensez que vous allez continuer avec Emma, parce qu'il y a une fenêtre ou la porte ouverte? J'espère, je l'aime beaucoup. Et elle vient toujours sur ma droite. Je la vois toujours à droite. Jamais, elle ne vient jamais à ma gauche. Et j'espère, parce que je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa liberté. Elle affronte sa vie. Elle croit en sa vie. Et effectivement, son aventure vient parce qu'elle croit en sa vie. Elle croit en son cœur et en ce qu'elle pense. Elle n'a pas de préjugés, curieusement. Et elle est peut-être un peu inconsciente, mais je suis un peu inconscient aussi. Parce que si on est trop conscient... C'est la chose humaine. On fait pas. Donc elle est... à la fin de la journée, je l'aime beaucoup. Voilà. Jean Renaud, merci beaucoup. Merci à vous.